Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Le secteur de la petite enfance est-il victime de marchandisation? C'est la question qu'on se pose après les dernières révélations de maltraitance dans des groupes privés. On en parle dans la première partie de notre émission. Vous avez certainement une phobie, cette peur irrationnelle d'une araignée, d'un avion ou par exemple d'un pigeon. Mais savez-vous pourquoi cette manifestation existe et ce qui se passe alors dans votre cerveau? On va en parler dans la seconde partie de notre émission. Dans sa chronique, Guillaume Buan fera la lumière sur Sofia Corradi, la créatrice du programme étudiant Erasmus, qui nous a malheureusement quitté ce week-end. Mais tout de suite, place à l'actu avec Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Après plus d'un mois sans gouvernement, il est enfin l'heure pour les députés d'examiner le budget 2026. Et 2 motions de censure rejetées plus tard, Sébastien Lecornu s'attaque donc effectivement à l'adoption de son budget. Le texte est à l'Assemblée nationale, en commission des finances, avec plus de 1700 amendements à étudier sur la partie recettes. Le projet de loi sera débattu en séance, ce sera ce vendredi jusqu'au 31 octobre prochain, avec un premier vote, ce sera le 4 novembre. Ce même jour sera donc là aussi examiner le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Les députés vont devoir le voter le 12 novembre prochain. Et puis ensuite, direction le Sénat, cette navette parlementaire, comme on dit, avant de passer devant la commission mixte paritaire. 7 députés, 7 sénateurs pour trouver justement des compromis, aboutir à une forme de conciliation. Ils devront d'ailleurs être d'accord et adopter et promulguer ce texte pour le mois de décembre de cette année. Et ce dernier devra être écrit au journal officiel, publié au journal officiel le 31 décembre. Si ça n'est pas le cas, sachez que les parlementaires vont devoir passer un budget par ordonnance cette fois-ci, ce qui sera la première dans l'histoire de la Ve République, une loi spéciale qui entrera en vigueur le 1er janvier et qui va reconduire le budget 2025, donc cette année à l'identique. Alors à quoi s'attendre Guillaume? On a pas mal d'économies à faire, c'est ce qu'a dit François Bayrou, c'est ce que disent aussi les ministres qui se succèdent. Alors des économies, il faut en trouver, elles ne sont pas bonnes partout. On va parler du gel des APL déjà pour les jeunes qui ne seront pas revalorisés pour suivre le rythme de l'inflation de 2026. On estime à des économies de 108 millions d'euros pour l'État et bien sûr les syndicats étudiants jeunes râlent de ce côté-là. Les APL aussi pour les étudiants étrangers hors Union européenne non boursiers pourraient tout simplement perdre le droit à ces APL en 2026. Cela représente 310 000 étudiants. Le gouvernement veut aussi mettre fin aux exonérations des cotisations dont bénéficient les apprentis, avec là une conséquence pour eux, la baisse de leur salaire net, entre 101 et 187 euros net par mois pour tous les apprentis, selon l'Association nationale des apprentis de France. Passer son permis de conduire, là aussi, coûtera plus cher. L'aide forfaitaire de 500 euros accordée aux apprentis de 18 ans et plus pourrait disparaître. Et puis le gouvernement souhaite aussi une égalité entre les étudiants. Soulignons que cette aide n'est pas conditionnée aux revenus et qu'elle est un petit peu un doublon avec la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Et puis le projet de loi de finances prévoit aussi la suppression et la réduction d'impôts pour les frais de scolarité des enfants. Là aussi, cet avantage représente 183 euros pour les parents, vous l'aurez compris, et beaucoup de coupes pour les familles et pour les étudiants. On met beaucoup de coupes, effectivement. Autre changement d'ailleurs pour les familles, qui générera des économies pour le gouvernement. Et qui envisage de passer de 14 à 18 ans l'âge de la revalorisation des allocations familiales versées, on le rappelle, à partir du 2e enfant, en fonction du revenu. Là aussi, cette aide, elle peut varier entre 18,88 € et 75 € par mois. Et sur RMC, Émilie Souplet, la responsable du pôle éducation chez Famille de France, déplore cette décision. Écoutez-la. C'est très problématique et pour les familles, étant donné qu'un adolescent coûte très cher. C'est des sorties qui vont pas se faire, c'est de l'habillement, c'est des familles qui vont se restreindre sur leur quotidien. C'est un abandon des familles. Et si elle est votée, ce qui n'est pour l'instant, rappelle pas le cas, cette mesure serait donc appliquée à partir de mars 2026. Elle permettrait à l'État d'économiser quelques 200 millions d'euros pour l'année prochaine. Et dans ce grand JT, on parle effectivement du constat du ministère de l'Éducation. Ce soir, il y a moins d'élèves dans le premier degré. En maternelle et en primaire, on note une baisse des effectifs, 106 900 élèves pour être totalement précis sur une année, et ce depuis la rentrée. Des effectifs en moins qui sont un peu plus marqués en élémentaire qu'en maternelle et dans le secteur public que dans
dans le secteur privé. Dans le second degré, là aussi, 14 700 élèves en moins. Comment l'expliquer? C'est très simple. C'est un nombre qui diminue suite à la baisse démographique. Et donc, face à ce constat, forcément des conséquences, le ministère de l'Éducation confirme donc la suppression des 4000 postes d'enseignants. Et je cite Édouard Geoffray, il y a des suppressions de postes d'un côté, il y a des créations de postes de l'autre. Le budget de l'éducation nationale affiche malgré tout une petite hausse pour le prochain budget, 200 millions d'euros sur une année, ce qui équivaut à 65,5 milliards donc dans le budget 2026 qui sera voté prochainement. Alors le ministre prévoit une augmentation de 5540 emplois équivalents temps plein, un seul qui est dû notamment en grande partie à la réforme de la formation. On le rappelle, le concours des enseignants sera donc à Bac+3 au lieu de Bac+5. Les étudiants seront ensuite des élèves fonctionnaires pendant une année, puis des fonctionnaires stagiaires en un an. Mais ça ne plaît pas aux syndicats puisque dans un communiqué, la FSU-SNUPP, le projet de budget confirme la poursuite d'une politique d'austérité pour qui l'école publique, je cite, est tout simplement abandonnée. En Moselle, une semaine après la découverte du corps sans vie de Lara, le parquet confirme l'hypothèse du suicide. La jeune fille de 9 ans décédée à la suite d'une asphyxie au terme d'une pendaison à l'aide d'un lien, c'est ce qu'explique le parquet de Sarreguemines. Les parents de Sarah ont parlé à la police de moqueries infligées à leur fille au sujet de sa corpulence par 2 ou 3 camarades d'école de sa classe de CM2. Cette semaine encore, les enquêteurs vont tenter de faire la lumière sur la vie scolaire de Sarah, sur les événements qui auraient pu pousser à cet acte terrible. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais son programme international a permis à des millions de jeunes de découvrir le monde et d'étudier. Sophia Corradi, professeure universitaire et surtout créatrice du programme européen Erasmus qui s'est éteinte à l'âge de 91 ans, surnommé Mama Erasmus. Ce sont quand même quelques 16 millions d'élèves et d'étudiants qui ont pu participer à ce programme. Et vous ferez d'ailleurs la lumière sur ce programme tout à l'heure dans votre chronique. Terminons par l'anniversaire. Les 10 ans d'un dessin animé qui cartonne auprès des jeunes, c'est miraculeux. Oui, elle s'appelle Marinette et elle se transforme en coccinelle Ladybug. Et puis lui, il s'appelle Adrien, il se transforme en chat noir. Leurs aventures au milieu des monuments de Paris ont conquis tout simplement toute la planète. La diffusion, c'était le premier épisode, c'était le 19 octobre 2015. C'était sur TF1 et 10 ans plus tard, on en est déjà à la 6e saison avec pas moins de 150 pays qui la diffusent et des milliards de vues. Thomas Astruc est le créateur de Miraculous. Il explique d'où lui est venue cette idée. C'est un mélange de comédie, d'émotion et d'action, donc en fait tout le monde y trouve son compte. Ouais. Tout est parti d'une blague. En fait, je travaillais dans un studio d'animation et puis il y a une jeune femme qui a rejoint l'équipe. Elle avait une coccinelle sur son t-shirt. On a commencé à s'échanger des dessins sur le thème de la coccinelle pour se faire rire. J'ai fait un petit dessin où je l'ai caricaturé en super-héroïne coccinelle. Et là, je me suis dit, oh, c'est un super personnage, ça. J'aurais peut-être essayé d'en faire une série. Et donc, comme quoi, voilà, ne jetez pas vos dessins, gardez tous vos dessins, ça peut devenir des trucs super. Et oui, gardez vos idées, effectivement. Et puis même tellement ça a fonctionné, on a eu un film qui a été diffusé il y a 2 ans, plus d'1,5 million d'entrées en France, plus de 40 millions de dollars de recettes dans le monde. Et la franchise s'offre une nouvelle aventure sur grand écran puisque Miraculous 2 a donc été confirmé. On n'a pas la date, mais on est sûr d'une chose, c'est que les fans seront au rendez-vous. Merci beaucoup Guillaume pour ce JT. La libéralisation du secteur de la petite enfance est-elle responsable des maltraitances des groupes de crèches privées épinglés par le journaliste Victor Castagnet dans son livre Les Ogres? C'est une question qui se pose et avec elle, bien sûr, celle des modèles pour soutenir un système de crèche éthique et sécurisé pour les plus petits. On en parle tout de suite avec notre invité. Linda Maizibi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans le Grand JT. Vous êtes déléguée aux affaires publiques de la Confédération générale des SCOP et des SIC. On peut dire en gros des coopératives. On va y venir évidemment ensemble. Aujourd'hui, on parle des crèches. Dans la globalité, en tout cas, le mode de garde des enfants est essentiellement celui-ci. Il en existe plusieurs. Mais chaque année, en tout cas, c'est la course aux obstacles pour trouver une place en crèche, qu'elle soit publique, privée ou associative. C'est la même galère pour toutes les familles. Oui, tout à fait. En fait, on a aujourd'hui une pénurie de 200 000 places en crèche.
On sait qu'on a un besoin qui correspond aux besoins démographiques d'en créer 200 000. On a d'ailleurs une annonce d'en créer 200 000 d'ici à 2030. Et la question qui va se poser, c'est celle du modèle dans lequel on va vouloir créer ces places en crèche. Est-ce que ces places vont bénéficier au modèle privé lucratif ou bien à d'autres types de modèles? Et en l'occurrence, effectivement, on a encore aujourd'hui de nombreuses familles, des milliers de familles chaque année qui se retrouvent dans la galère faute de places disponibles. Une vraie galère, effectivement. On s'y prend plusieurs années à l'avance, parfois même pile dès le début de la grossesse. Les crèches privées représentent 39% du marché, 36% pour les municipales et 20% pour les associatives. C'est vrai qu'on aurait pensé que les chiffres seraient totalement inversés. En fait, le secteur public, si je puis dire, le service public est moins représenté que le service privé. Oui, tout à fait. En fait, il y a eu, si vous voulez, une grande vague de libéralisation qui a conduit notamment à ce que vous ayez de grands groupes privés qui se sont accaparés environ un quart du marché des crèches, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, les organismes qui portent la majorité des créations sont en fait les grands groupes du privé lucratif. Et précisément, la question qu'on a à se poser au regard du nombre de places en crèche qu'on va avoir à créer, c'est de quel côté on va souhaiter que ces places en crèche soient créées, dans quel modèle on souhaite qu'elles soient créées. Et c'est une question qui nous est posée à tous collectivement et qui est une question fondamentale selon moi. Quel projet pour nos enfants, effectivement, quand on voit le 200 000 places manquantes en France, on peut se poser la question, en tout cas je vous la pose, de savoir si finalement l'État protège nos enfants, en tout cas veut faire en sorte que la petite enfance soit vraiment intégrée et prise d'assaut. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ça va découler évidemment d'un choix politique et qui doit relever d'ailleurs d'un choix démocratique. Il me semble aujourd'hui quand même qu'on a un consensus qui se dégage de la part des parents et des futurs parents qui, à juste titre, sont légitimement inquiets au regard des dérives du modèle privé lucratif qui a ponctué l'actualité ces dernières années. Et c'est pourquoi on se rend bien compte que en fait, ces parents et ces futurs parents aimeraient plutôt se tourner plutôt vers un modèle qui soit moins porté vers une quête de rentabilité à court terme et vers la quête du profit à tout prix. Alors, effectivement, vous parlez de quête de rentabilité. Est-ce que pour vous, le livre Les Ogres de Victor Castaner a eu un impact énorme sur le secteur des crèches? Je pense que ça a été en réalité une déflagration, et ce n'est pas le seul. Depuis 2022, depuis malheureusement la mort de cette fillette dans une crèche à Lyon, on a eu de nombreuses publications, et on peut dire en fait que tout a été dit. Vous avez eu des rapports d'inspection de l'inspection des affaires des finances, l'inspection des affaires sociales, des rapports parlementaires. Vous avez également donc ces livres, mais ce n'est pas le premier. Vous aviez un livre qui s'appelait B-Business, qui portait aussi un peu sur le même sujet. Aujourd'hui, tout a été dit. J'aurais tendance à dire les décideurs ont les informations et désormais, il va falloir trouver le chemin et le chemin du modèle que l'on souhaite collectivement. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que parce qu'il y a eu libéralisation, donc vers une voie vers le privé, des crèches privées, cette voie-là a ouvert la porte aux dérives? Ce qu'on peut dire, selon moi, c'est que le modèle privé lucratif est peut-être celui qui est le plus vulnérable à ces dérives, celui qui potentiellement peut comprendre le plus de risques. Après, mais pourquoi? À cause de la rentabilité? À cause du manque de contrôle fait par l'État? À cause de quoi? Alors, je dirais plutôt la quête de rentabilité, évidemment, puisque c'est un secteur qui, on le rappelle, est vraiment sous perfusion d'argent public, donc il devra avoir davantage de contraintes. Et en l'occurrence, en fait, je dirais qu'il y a quand même une contradiction fondamentale en fait, entre un modèle économique plutôt, qui demande beaucoup de rendement. Notamment, vous avez aujourd'hui des crèches qui sont possédées par des fonds d'investissement, versus on parle d'un secteur qui a une vocation d'intérêt général et qui traite d'un public qui est particulièrement vulnérable que le public des jeunes enfants, des bébés. Et donc il y a peut-être une contradiction à l'origine même de ce modèle-là. Ensuite, là où j'aurais tendance à nuancer, c'est que en réalité, les professionnels qui opèrent dans ce secteur font ce qu'elles peuvent avec les moyens qu'elles ont, et elles sont parfois soumises à des injonctions contradictoires. Donc il ne faudrait surtout pas leur jeter la pierre. Et par ailleurs, c'est un secteur qui traverse une crise structurelle avec des difficultés de recrutement qui sont notamment dues aux risques psychosociaux auxquels sont exposés ces professionnels qui sont pour la plupart quand même des femmes. On parle de métiers très féminisés. Et là-dessus, c'est dans toute cette globalité qu'on doit regarder ce sujet en face. Mais vous parlez effectivement, Linda May-Azibi, de privé lucratif, et pour autant, on voit que les rémunérations finalement de ce personnel sont encore trop basses. Donc c'est complètement contradictoire.
Oui, tout à fait. Disons que, si vous voulez, vous avez un peu des montages financiers qui ont tendance, pour les fonds d'investissement qui possèdent ces crèches, d'aller, presser la bête, si vous voulez, et puis ensuite faire remonter les bénéfices au niveau des holdings. C'est plutôt comme ça que se passe le montage financier. Mais en l'occurrence, on est encore sur des métiers, oui, qui sont encore précaires, peu valorisés. Notamment, on parle de métiers du care, parce que voilà, ce seraient des métiers soi-disant qui devraient être naturellement dévolus aux femmes, parce qu'elles auraient des qualités naturelles, soi-disant, à s'occuper des enfants. Et c'est pourquoi on pense que c'est des métiers qui n'ont pas à être valorisés. Et je pense que la période du Covid, d'ailleurs, on devrait en tirer les enseignements. Cette période nous a montré que ces femmes se trouvent en première ligne et que ces métiers doivent être davantage valorisés. Vous pensez, autrement dit, que c'est parce que c'est un métier essentiellement féminin qu'il est dévalorisé? Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas le seul. C'est pareil pour les métiers comme les femmes de ménage, etc. On parle du manque de places, c'est 200 000 places manquantes, et encore 200 000, je pense que c'est sous-évalué compte tenu du besoin aujourd'hui en France. Étonnamment, on aurait pensé que c'était vraiment dans les grandes agglomérations que c'était encore pire. Alors, il y a un manque cruel de places aussi dans les grandes villes, mais dans la ruralité, c'est dramatique. C'est tout à fait ça. Vous avez en fait ces deux secteurs de la population qui sont vraiment très pénalisés. Vous allez avoir les quartiers prioritaires et puis la ruralité. Effectivement, ce sont dans ces secteurs-là que les personnes se retrouvent à court de place. Et d'ailleurs, là-dessus, je le dis, nous, nos crèches, par exemple, on en a 50 qui sont sur le territoire, et la plupart, en fait, sont dans des zones rurales. Alors, vous dites nos crèches, justement, parce que je le rappelle, vous êtes délégué aux affaires publiques de la Confédération Générale des SCOP et des SIC. Peut-être rappeler ce que ça veut dire, déjà. Oui, tout à fait. Alors, la Confédération représente les 88 000 salariés qui exercent dans les 4 600 SCOP et SIC sur tout le territoire. Donc, c'est des coopératives de salariés où il y a des règles particulières, et je pourrais y revenir. Et ce sont des coopératives qui existent dans tous les secteurs d'activité, et notamment dans la petite enfance. Alors, ça veut dire qu'il y a d'un côté donc, les crèches dites municipales, donc en gros le service public, le service privé dont on a parlé effectivement et qui a été à la fois victime de son succès et avec de grosses dérives, on l'a malheureusement vu, et on en parlait aussi à l'instant. Et donc, on peut dire les crèches associatives lorsqu'on parle de participative ou pas ? Non, pas tellement. C'est plutôt des crèches privées. En fait, les coopératives sont des sociétés, comme les autres, sauf qu'en l'occurrence, elles ont des règles fondamentales qui font qu'elles sont, disons qu'elles ont des garde-fous. Et je pense que c'est ça, nous, qu'on pense être intéressant dans le cadre de ce secteur. Donc, c'est du privé non lucratif. Alors, des garde-fous, parce que finalement, c'est-à-dire que les bénéfices reversés ne sont pas reversés totalement, finalement, aux actionnaires. Comment ça se passe ? Quels sont les garde-fous ? Alors, je peux vous en citer 3 de différences par rapport aux entreprises classiques. La première, c'est la gouvernance démocratique. Ce sont des entreprises qui sont gouvernées démocratiquement, c'est-à-dire que les salariés décident de ce qui se passe dans l'entreprise. Tous les salariés ? Tous les salariés, en tout cas ceux qui ont vocation à devenir associés, mais dans une coopérative, tous les salariés ont vocation à devenir associés. En tout cas, il leur est proposé de devenir associés. Et dans ce cas-là, ce qui est intéressant, notamment dans les crèches, c'est qu'on va parler précisément de femmes, d'assistantes maternelles, etc., qui auront la possibilité d'être propriétaires de l'entreprise. Donc, alors, pardon, juste, parce que pour bien comprendre la situation, pour devenir associé, tout d'un coup, dans l'imaginaire effectivement collectif, on imagine devoir donner de l'argent pour pouvoir rentrer en participation et en action. C'est le cas dans les SIC et les SCOP ou pas ? Oui, ça peut être le cas, mais la part sociale, si vous voulez, elle peut être déterminée, elle peut être à 10 €, par exemple. Voilà. Donc, c'est pas forcément discriminant. Donc, c'est abordable. Oui, tout à fait. Et ensuite, vous avez donc cette gouvernance démocratique. Le deuxième élément, c'est le partage de la valeur. En fait, dans les coopératives, vous avez une partie des bénéfices qui est versée aux salariés, une partie des bénéfices qui doit rester dans l'entreprise, et une partie des bénéfices qui peut être versée aux associés de l'entreprise, mais qui est plafonnée. Et donc, là-dessus, en fait, on a vraiment ce principe, si vous voulez, d'un partage équitable de la valeur entre tous ceux qui contribuent à la créer. Et le troisième élément, selon moi, qui peut être intéressant, c'est la pérennité de l'activité. En fait, les modèles coopératifs doivent garder en réserve impartageable donc une partie de leurs bénéfices. Donc les bénéfices restent dans l'entreprise et peuvent avoir vocation à être réinvestis dans l'entreprise. Là, par exemple, dans le cas des crèches, ça peut être réinvestir dans le contrat de restauration, par exemple, pour avoir une meilleure alimentation pour les enfants. Ça peut être investir dans les équipements, mais ça peut être aussi investir dans la formation pour les professionnels. Les parents peuvent être associés à cette gouvernance ? Tout à fait. Alors, notamment dans les sociétés coopératives d'intérêt collectif, vous avez des parents qui peuvent être associés à la gouvernance. On a d'ailleurs même des crèches dans lesquelles on a d'anciens parents qui conservent leur place à la gouvernance parce que ça les intéresse, le destin de leur crèche, de cette crèche. Et donc, c'est aussi quelque chose qui est de nature à établir une forme de confiance entre les professionnels et les parents, ce qui n'est pas toujours possible d'ailleurs dans des grands groupes dans lesquels vous pouvez avoir jusqu'à 60 berceaux, donc on ne connaît pas forcément tous les parents. Mais en tout cas, dans le cadre des crèches coopératives, on essaye d'avoir des structures qui sont plutôt à taille humaine. C'est-à-dire combien de berceaux ?
on va avoir environ une vingtaine de berceaux, 25 berceaux maximum, généralement. Pour combien de personnes qui s'occupent de ces enfants? On va en avoir au moins une quinzaine à peu près par structure, entre 10 à 15. D'accord, ça veut dire qu'en fait, en gros, on a 2 personnes pour 3 enfants au minimum. Tout à fait. Oui, D'accord. C'est à peu près le taux d'encadrement qu'on va retrouver dans l'encadrement qui diffère beaucoup en fonction des crèches privées ou publiques. Est-ce vous savez à peu près? Alors ça, on n'a pas tout à fait, on n'a pas des chiffres très fiables sur l'ensemble du secteur. En tout cas, nous, on sait qu'il est particulièrement élevé, ou en tout cas satisfaisant. Il correspond en tout cas aux recommandations qui sont faites par l'Inspection générale des affaires sociales. Le fait que les bénéfices soient reversés, soient remis en jeu, je veux dire, pour pouvoir justement effectuer, vous l'avez dit, soit de nouvelles réglementations sur le bâti, ou soit sur des investissements sur la cantine, en tout cas les aliments proposés. Est-ce que c'est un rempart à la marchandisation de la petite enfance? Oui, selon moi, oui, tout à fait, parce que c'est vraiment ce qui va permettre à l'entreprise d'ancrer son activité dans le temps long. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, si vous voulez, cette quête de rentabilité à court terme. On va essayer de faire des économies de bout de chandelle sur les équipements, par exemple. Là, vraiment, il y a cette volonté d'orienter l'activité vers le bien-être des enfants et vers la pérennité de l'activité. À ce sujet, je rappelle tout de même que les entreprises coopératives sont plus pérennes que les entreprises classiques. On a un taux de pérennité, donc un taux de survie, si vous voulez, à 5 ans, qui est de 10 points supérieur à celui de l'ensemble des entreprises françaises. On est, nous, à environ 79% contre 69% pour l'ensemble des entreprises. Vous avez les mêmes types d'encadrement, c'est-à-dire les mêmes réglementations d'État aussi? Tout à fait. Même contrôle par l'État? Tout à fait. En fait, pour ce qui est du financement des crèches, en fait, tous les modèles sont soumis à la même enseigne, si vous voulez. On va avoir donc ce financement qui est le financement par la caisse d'allocation familiale, donc la prestation de service unique, la tarification horaire, qui dans les modèles privés vont avoir tendance à conduire à une forme de maximisation du taux d'occupation des crèches. Donc on va aller chercher plutôt d'ailleurs des parents qui vont être absents de 8h à 19h de manière à ce que les enfants... on va savoir du coup que les enfants vont être maintenus dans la crèche toute la journée. Donc, du coup, ça conduit aussi à un manque de mixité sociale. Et donc ça, disons que ce modèle-là, il vaut pour tous les modèles qui soient non lucratifs ou lucratifs. Et en fait, la réalité, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir de ce cadre, qui est un cadre commun. Et donc là, ça relève vraiment du choix que vont faire chacune de ces entreprises, selon nous. Vous parlez de mixité sociale, c'est très important parce que dans les crèches privées, on le sait, elles sont très onéreuses. Donc forcément, on retrouve souvent des parents qui sont CSP+, ou en tout cas qui sont d'une classe sociale élevée. Comment faire en sorte que ces coopératives, justement, servent la mixité sociale? Alors, si vous voulez, nous, on a un bon exemple qui est l'exemple de la crèche Méli-Mélo à Lille, qui a fait un choix particulier. C'est vraiment, en fait, son projet coopératif, c'était précisément ça, la mixité sociale. Si bien que vous avez sur 24 places, une dizaine de places qui va être attribuée par la ville de Lille. Vous allez avoir 2 places qui vont être attribuées, en fait, qui vont être en partenariat avec des foyers d'insertion pour personnes en grande difficulté. Et vous allez avoir le reste des places qui va être des places de crèche d'entreprise. Donc, en fait, vous avez, avec ces différents fléchages, vous allez avoir un public qui va être diversifié, une mixité sociale. Et là encore, il s'agit vraiment d'un choix qu'a fait la coopérative au moment de sa création. D'accord. Et cette mixité-là est bien vécue à la fois par les parents, à la fois par les salariés? Oui, tout à fait, parce que vous avez une forme de coopération qui s'installe et c'est aussi enthousiasmant. Je tiens à le dire, la coopération est enthousiasmante quand vous êtes en assemblée générale et que vous devez décider collectivement de ce qui va se passer pour l'entreprise, le faire avec les parents, avec les salariés. Je pense que c'est aussi une manière intéressante d'entreprendre autrement. Le choix des repas, on l'a dit, alors ça peut paraître anecdotique, je ne pense pas que ce le soit, mais effectivement sur l'alimentation bio pour les bébés et petits enfants, comment on arrive à aller jusqu'au bout de ce projet-là, sachant que ça coûte forcément plus cher et que même si on essaie de travailler en circuit court, on sait la complexité de la réglementation. Alors ça, pour le coup, ils vont être, disons, chaque crèche va être soumise à des particularités géographiques en fonction de ce qui existe en termes de circuit court. Au sujet de cette crèche dont je vous parlais, alors elle a effectivement un contrat en circuit court avec un contrat de restauration avec vraiment la restauration bio, locale, etc. Et ça, pour le coup, ça a vraiment fait l'objet aussi d'une volonté politique parce que c'est une crèche dans laquelle vous avez aussi à la gouvernance les collectivités territoriales. Et donc, c'était aussi un projet collectif, en fait, d'essayer de favoriser ce type de restauration par rapport à d'autres modèles un peu plus classiques. Peut-être que c'est ça aussi qu'il faut mettre en avant, c'est ce côté collectivité territoriale qui travaille aussi avec la ville. C'est un petit peu différent. En crèche municipale, on n'est que, effectivement, avec le village ou la ville en question.
Oui, tout à fait. Alors nous, c'est vraiment ce qu'on a tendance à dire s'agissant des crèches coopératives, c'est que ça se fera pas sans volonté politique. Aujourd'hui, en fait, on est humble, on en a 50 sur le territoire, on est très satisfait de la manière dont elles fonctionnent, mais en l'occurrence, on sait qu'on est minoritaire, si vous voulez, sur le marché, et le moyen pour déployer plus largement en fait ces crèches, ça va être vraiment la volonté des acteurs. Et quand il y a une volonté de faire autrement, là, on peut trouver une manière d'ouvrir des crèches coopératives. Des parents qui nous regardent ce soir, Linda Mazibi, et qui veulent absolument avoir une place en crèche chez vous. Est-ce que c'est possible ou vous allez nous dire, comme tous les autres, non, maintenant il n'y a plus de place nulle part? Non, écoutez, je les invite à essayer de regarder en fonction de leur région. Nous, en fait, on couvre tout le territoire, donc je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, je reste à leur disposition pour leur donner tout conseil. Les conseils, il faut aller sur quelle plateforme? Parce que ça reste assez vague, hein, la Confédération Générale des Scopes et des SIC. Est-ce qu'il y a une plateforme un peu plus... Oui, tout à fait. Alors, je vous facile. invite à taper les Scopes et les SIC sur votre moteur de recherche préféré. Vous tomberez sur le site de la Confédération et vous pourrez trouver les adhérents en crèche près de chez vous. Scopes et SIC, SCOP et SIC, SCIC, hein, qu'on ne se trompe pas, c'est un peu complexe, mais vous verrez la définition pour chaque. Merci beaucoup, Linda Mazibi, d'être venue sur le plateau du Grand JT, donc déléguée aux affaires publiques de la Confédération Générale des Scopes et les SIC. Merci beaucoup. On marque une courte pause dans le Grand JT. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Mickaël Lamonnet. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté, Mickaël. Vous êtes l'auteur de Fenêtre sur Frousse, j'imagine en réaction, en tout cas en allusion au film Fenêtre sur cour d'Hitchcock, plongé dans le monde des phobies aux éditions Helvétique. La frousse, la peur, vous connaissez ça? Vous avez une phobie? J'ai depuis bien longtemps, depuis tout petit, la phobie des oignons. Donc une phobie un peu marrante, un peu anecdotique pour certains, mais voilà, elle m'handicape ainsi la vie. Donc j'ai décidé d'en faire une bande dessinée qui est du coup Fenêtre sur Frousse. C'est un exutoire, cette bande dessinée pour vous? Est-ce que ça vous a permis de régler la phobie, ou en tout cas de vivre un peu mieux avec? Aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'ai travaillé sur cette bande dessinée. Donc là, ça fait quelques mois que j'ai terminé. Et à travers cette bande dessinée, j'ai vraiment appris à guérir. Ça m'a vraiment appris à admettre que oui, j'ai une phobie. Oui, les oignons ne sont pas dangereux, c'est juste des légumes. Et ouais, ça m'a fait vraiment un travail thérapeutique en fait sur moi-même. Alors c'est vrai que quand on parle de phobie, on pense souvent aux insectes, aux animaux, on pense à l'avion aussi, on pense voilà, à des choses qui pourraient éventuellement faire peur. C'est vrai que les oignons, c'est pas commun. Est-ce que vous savez, puisque vous avez travaillé sur la question, d'où vient cette phobie? Alors j'en parle dans la bande dessinée. J'ai pas de source sûre, on va dire. J'ai jamais fait de suivi psychologique à propos de ça. Mais j'ai des sources que j'imagine. Ça veut dire que je sais que ma grand-mère a la même chose que moi. Donc aussi, elle a beaucoup de peine avec les oignons et avec l'ail. Et j'ai un souvenir de quand j'étais petit d'une émission télé où ils avaient parlé qu'une mère de famille avait empoisonné toute sa famille, ses enfants et ses parents, parce qu'elle avait confondu un oignon avec un bulbe de plante. Voilà. Et je pense que c'est resté dans ma tête depuis le temps et j'ai pas réussi à me sortir de ça, de oignon est égal poison. Oui, ce qu'il faut comprendre avec la phobie, d'ailleurs, c'est peut-être que vous qui allez m'expliquer la différence entre la peur et la phobie. Voilà, parce que c'est pas très rationnel, évidemment. Oui. Alors, avant de faire cette bande dessinée, je savais pas non plus la différence entre ces deux termes et ça a été un très gros travail pour moi. Alors, la peur, c'est quelque chose de naturel. Ça veut dire que on a peur de mourir, tout simplement. On a peur de... Je sais pas, j'ai pas d'exemple comme ça, mais c'est quelque chose de normal. Quelqu'un nous fait boue, on sursaute. La phobie, c'est quelque chose dont on a peur, mais de manière irrationnelle. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'a pas de sens, entre guillemets, ne fait pas peur, ne peut pas nous tuer, ou indirectement. Ça veut dire que, par exemple, on sait que l'avion, vous en avez parlé juste avant, on en a peur parce qu'on sait que ça peut nous tuer, mais techniquement, il y a très très peu de cas de décès dans une année. Donc en fait, on appelle ça une phobie parce que c'est irrationnel, on a très très peu de risques de mourir, et voilà, c'est quelque chose qui est au fond de nous, qui nous handicape dans notre vie de tous les jours.
Oui, voilà, parce que ça, c'est pour le fond, effectivement. Hein, c'est pas forcément rationnel, en effet. Mais on peut en avoir peur, mais pas au stade de la phobie. Mais pour autant, dans votre quotidien, c'est vraiment terriblement handicapant. Je pense aux oignons, par exemple, dans un restaurant. Enfin, comment vous avez fait pendant ces années? Bah, la phobie, oui, du coup, c'est une des raisons qu'on dit qu'une personne a une phobie, c'est que c'est handicapant dans sa vie de tous les jours. Et moi, du coup, par rapport aux oignons, oui, il y a ce cas du restaurant qui, malheureusement, je dois trouver une excuse au serveur pour leur expliquer que je ne peux pas manger ça. Donc, la raison la plus évidente, c'est que je dis que je suis allergique. Et c'est la meilleure des excuses pour que ça passe. Effectivement, meilleure des excuses. Alors, vous dites que les phobies font partie de la famille des troubles anxieux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, les troubles anxieux, c'est une très très grande famille. Alors, moi, je ne suis pas psychologue ou psychiatre, donc je ne pourrais pas vous le dire exactement, mais j'ai un peu, dans la bande dessinée, en tout cas, j'ai répété tout ce qu'on m'a dit. Les troubles anxieux, c'est du coup une très grande catégorie de plein de troubles différents, dont on retrouve les phobies, et c'est tout ce qui se rapporte du coup à l'anxiété. Donc, par exemple, on a aussi l'anxiété généralisée. On a du coup 3 types de phobies, qui est du coup la phobie spécifique comme celle des oignons, l'agoraphobie qui est la phobie de l'espace, de la foule, le fait de ne pas être en sécurité, et la phobie sociale, qui est du coup l'anxiété sociale, voilà, la peur du regard de l'autre. Alors, c'est à la fois, effectivement, les textes. Hein, vous êtes auteur donc, de cette bande dessinée de Fenêtre sur Frousse, qui est géniale, mais aussi, vous êtes l'auteur des dessins, donc illustrateur, effectivement, de cette bande dessinée, qui est absolument géniale. Je vous les recommande, ces dessins, parce que vous les vivez autant que vous les lisez. Effectivement, la frousse, la peur, on l'aperçoit. Même moi, qui n'ai pas de phobie, de temps en temps, j'étais un peu surprise en lisant les premières pages, enfin, dès les premières pages. Est-ce que c'est possible, comme vous, est-ce que c'est pas difficile, lourd, de se débarrasser d'une phobie? Comment on fait? Alors, moi, du coup, vu que je ne me suis pas débarrassé, je ne parle pas en mon nom. Je parle aux personnes que j'ai pu côtoyer pendant la production de cette bande dessinée et aux psychologues qui m'ont du coup accompagné. Déjà, c'est un peu propre à chacun. Ça veut dire que chaque personne va trouver sa meilleure manière de guérir. Mais la plus évidente, évidemment, c'est d'aller suivre... de faire un suivi psychologique chez un professionnel où ils vous feront une thérapie comportementale et, j'ai oublié le dernier mot, une TCC, ça s'appelle, où du coup, là, la personne va gentiment vous adapter, vous habituer à votre peur. Ça veut dire qu'avant, j'ai parlé des avions, ça peut être tout simplement de montrer une image d'avion, montrer une vidéo d'avion, montrer petit à petit, en fait, des choses qui ont rapport avec votre peur, jusqu'à, par exemple, aller dans un simulateur d'avion. Et ça existe, il y a des aéroports ou des aérodromes ou des endroits où les avions décollent, où il y a des simulateurs d'avions faits pour ça, et du coup vous habituez à votre peur et ne plus avoir peur. En tout cas, c'est le but à la fin. Un sentiment dont vous faites part également et qui est très compliqué pour toutes les personnes qui sont phobiques, c'est la honte. Oui. En fait, c'est que la phobie, c'est un terme qui est utilisé par tout le monde pour tout et pour rien, et en soi... tout le monde a un peu une phobie d'une manière ou d'une autre, parce que ça reste juste une peur irrationnelle. Mais les personnes qui vraiment en souffrent, je pense que c'est comme dans beaucoup de cas de troubles, la personne en a honte parce que c'est quelque chose qui est... On ne peut pas forcément en être fier, en fait, malheureusement. C'est quelque chose qui nous handicape toute notre vie, qu'on va éviter. Par exemple, je parle de la bande dessinée des gens qui auraient peur des chiens. En fait, c'est entre guillemets un peu ridicule d'avoir peur de certaines choses, comme un chien qui se promènerait dans la rue et on devrait changer de trottoir. Et du coup, il y a forcément une honte au fond de nous qui se crée petit à petit par rapport au regard des gens, les jugements, les remarques et tout ce qui en suit. Vous reliez ça effectivement à la mort. Pour la psychanalyse, vous dites que c'est une manière d'affronter l'angoisse de la mort. Tu vas jusqu'à dire que tu es allergique, tu compares ta situation à une réaction mortelle du corps. Oui. Alors, j'ai pas été trop dans la psychanalyse. Ça, c'est une psychologue qui m'a dit fais attention. La psychanalyse, c'est encore autre chose. Mais oui, il y a toute une étude sur ça qui, du coup, voudrait dire que une peur est forcément liée à la mort. Donc, c'est la base même d'un être vivant. Donc, on a peur de mourir. Et donc, la phobie serait entre guillemets la même chose. Donc, on aurait peur de choses qui nous lient à la mort. Comme par exemple, j'ai parlé des oignons. Moi, probablement, c'est par rapport au fait que je pense que ça a un lien avec le poison.
Voilà, c'est un peu ça le principe même de la théorie que j'explique dans la BD. De votre grand-mère qui vous aurait transmis cette phobie des oignons, est-ce que vous pensez que les phobies sont héréditaires ? Alors, il y a plusieurs études sur ça. Les phobies sont... On ne peut pas dire clairement les phobies sont héréditaires, en tout cas de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. En tout cas, il y a une influence. On va dire qu'il y a une influence. Ça veut dire que si une personne vous explique qu'une araignée peut aller dans votre bouche la nuit, forcément, il y a une petite peur qui se crée et petit à petit, de génération en génération, on se raconte des histoires, on se dit des choses, on s'influence sur nos goûts, ce qu'on déteste. Et forcément, ça a une influence. Les peurs ont une influence et c'est aussi comme ça que, par exemple, les êtres humains apprennent que des animaux sont dangereux, qu'il ne faut pas faire ça parce que c'est dangereux pour notre vie, tout simplement. Donc oui, d'un côté, c'est héréditaire de ce point de vue-là. Donc on se conditionne en fait constamment à la société dans laquelle on s'entoure. Remarque, ceci étant, c'est un peu une vérité absolue, mais particulièrement pour les gens phobiques. Exactement, ouais. C'est vraiment se conditionner, c'est le bon mot. Ça vient d'un terme qui s'appelle le conditionnement, qui est lié aussi à une autre étude psychologique qui a été faite. J'ai plus la date exacte, mais ouais, une étude qui a été faite sur un bébé qui du coup n'avait aucune réaction face à un rat blanc. Et que petit à petit, ils ont fait des bruits violents à côté du rat blanc en même temps que le bébé voyait ce rat blanc. Et du coup, le bébé a gentiment cru que du coup, ce rat blanc était lié à ce bruit terrifiant. Et ce qui fait qu'une fois qu'ils enlevaient le bruit terrifiant, le bébé était terrifié par le rat blanc. Et ça s'appelle le conditionnement. Et les personnes qui ont une phobie se conditionnent littéralement à avoir peur de quelque chose qui, de base, ne fait pas peur. Donc, c'est exactement ça. C'est terrible, ces essais sur les enfants qu'ils font comme ça. Enfin bref, parenthèse. Vous dites aussi, tous les gens que tu rencontres mènent un combat que tu ignores, sois indulgent. Est-ce que c'est un peu ça aussi que vous recherchez à travers cette BD Fenêtre sur Frousse ? Oui. Cette bande dessinée, pour moi, c'est aussi pour montrer qu'on a tous un peu des combats en interne. On ne connaît pas les gens qu'on rencontre dans la rue. La personne qui est en face de nous sur le trottoir a peut-être vécu quelque chose d'horrible il y a quelques minutes, au même titre que nous. Enfin, il y a vraiment cette chose-là pour moi qui est hyper importante. Donc, ça veut dire le regard de l'autre, comprendre que n'importe qui est autour de nous vive des choses qui sont plus ou moins chouettes. Et ouais, c'est très, très important pour moi, cette manière de voir les choses. Merci beaucoup, Michael Lamonnet, donc auteur de Fenêtres, illustrateur aussi, de Fenêtres sur Frousse aux éditions Helvétique. Voilà une bande dessinée, pour justement se sortir de ses phobies ou pour aussi les comprendre les siennes ou celles des autres, et pour regarder ça avec humour et passion. Merci mille fois d'avoir participé au Grand JT, Michael. Merci. On va tout de suite retrouver Guillaume pour sa chronique. Chose promise, chose due, focus sur le programme Erasmus fondé par Sofia Corradi qui s'est éteinte vendredi à l'âge de 91 ans, Guillaume. Elle a révolutionné la vie de plusieurs générations d'étudiants. C'est pas moi qui le dis, ce sont les témoignages qu'on a pu recueillir. À l'annonce de son décès, sa famille l'a décrite comme une femme d'une grande énergie, d'une grande générosité intellectuelle et émotionnel. Le ministre italien des Affaires étrangères lui attribue la naissance de la génération Europe. En France, Benjamin Haddad, le ministre délégué auprès du ministère de l'Europe et là aussi des Affaires étrangères, écrit sur X: des générations de jeunes Européens lui disent merci. Même tonalité dans le message qu'a publié Emmanuel Macron, toujours sur X. Alors parlez-nous un petit peu de Sofia Corradi, Guillaume. Alors elle est née en 1934 à Rome. Elle y a passé son enfance et même fait ses études, puisqu'elle a étudié donc le droit à l'université La Sapienza. Elle a obtenu à 23 ans une bourse pour terminer son cursus, mais pas en Italie, dans une université américaine à Columbia dans les années 57-58. Elle va notamment étudier à la Graduate School of Law de Columbia et obtenir un master de droit comparé. Mais c'est là en fait que le bas blesse, c'est que tout commence. Après son année outre-Atlantique, elle revient en Italie, mais elle n'obtient pas la reconnaissance de son diplôme américain,
car à l'époque, en fait, les échanges pendant les études ne sont tout simplement pas reconnus. Face à cette situation, elle a écrit plusieurs mémorandums, donc des notes, des aides mémoire, et notamment une en 1969 intitulée Student Mobility, Neglected Aspect of University Education. En gros, eh bien, le fait qu'il n'y ait pas cette mobilité eh bien, pour les étudiants, elle plaide pour un système européen d'échange pour les étudiants avec une reconnaissance académique automatique. Ce sont les prémices tout simplement du programme Erasmus. Pendant près de 20 ans, elle a milité, elle s'est battue auprès des recteurs, auprès des ministres, auprès des institutions pour faire accepter ce projet. Ce n'est qu'en 1987 que ces idées sont retenues, sont reprises, notamment par l'exécutif européen, et on crée Erasmus. Alors Erasmus, il faut découper, ça veut dire quelque chose. Pour celles et ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est European Action Schemes for the Mobility of University Students. En gros, le schéma pour que les étudiants puissent bouger et puissent aller donc étudier à l'étranger. Elle a même un surnom, cette petite Sophia, c'est Mama Erasmus. C'est vraiment génial Erasmus. D'ailleurs, racontez-nous comment ça fonctionne. Eh bien, on va reprendre les mots de Sophia Corradi. Mon objectif est de créer un système qui permette même à ceux qui n'ont pas de grands moyens financiers d'accéder à une période d'études à l'étranger, de faire reconnaître leur examen. Et aujourd'hui encore, ça n'a pas évolué, puisque ce programme est géré par l'Union européenne. Il promeut donc une coopération entre les universités, les établissements d'enseignement supérieur à travers toute l'Europe. Donc concrètement, les étudiants, les apprentis, même les enseignants ou les jeunes professionnels peuvent bénéficier de ce programme et partir étudier, se former, enseigner, apprendre dans un pays européen, avec des séjours qui vont de 2 mois à 1 an, et le programme offre aussi une bourse européenne, des aides nationales là aussi pour vous aider, ou encore le maintien des bourses nationales. Bref, écoutez ce qu'en disait sa fondatrice, c'était au micro de nos confrères italiens de la RAI. Après une expérience en Erasmus, les jeunes se sentent complètement différents à leur retour chez eux. Ils s'aiment, s'estiment et éprouvent du respect pour leur propre nation et culture. Ils interagissent plus facilement avec les autres, quelles que soient leurs origines. Ils ne pensent plus à eux, le jugement de l'autre disparaît. Ils aiment davantage la diversité et faire des rencontres. Alors, pour qu'on ait une idée, un chiffre peut-être. Oui, effectivement, le chiffre, c'est le budget, déjà, qui n'a cessé d'accroître sur les 10 dernières années. On a plus de 26 millions d'euros de budget qui ont été adoptés sur la période 2021-2027. Depuis son lancement, 16 millions d'étudiants ont pu bénéficier donc de ce système Erasmus. 160 pays sont partenaires, dont 33 qui participent directement et 27 sont au sein de l'Union européenne, bien sûr. Et sinon, il y a l'Islande, la Norvège, la Macédoine du Nord ou encore la Turquie. Un petit top 5 à vous donner. Celui des pays qui accueillent le plus. En 1, l'Espagne. En 2, l'Allemagne. En 3, la France. En 4, l'Italie. En 5, les Pays-Bas. Et ceux qui partent le plus, cette fois-ci, notre top 5, les Français sont premiers. Les Français sont friands, justement, d'aller étudier à l'étranger. L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la Pologne complètent notre top 5. Et puis, il y a 2 chiffres qui m'ont un petit peu marqué, qui sont assez drôle, c'est que, première chose, et ça c'est une bonne nouvelle, 85% des anciens étudiants Erasmus trouvent un emploi, notamment en moins de 3 mois après leurs études. Donc comme quoi ça fonctionne, c'est un carton. Et puis là, c'est assez marrant, environ 1 million d'enfants seraient nés de couples rencontrés grâce au programme. Donc on peut allier travail, on peut allier vie personnelle, je trouvais ça assez mignon, et donc je vous conseille une seule chose, partez, faites votre valise là pendant que vous nous regardez, et puis choisissez votre destination et partez étudier. On va créer une nouvelle émission pour Guillaume. On va créer un Tinder éducation, je crois. Un truc spécial. Allez, ça part. Merci beaucoup. Merci Guillaume d'avoir mis en lumière effectivement cette chère Sophia Corradi qui nous a quittés donc à l'âge de 91 ans et qui a fondé le programme Erasmus. Courez, regardez ce que c'est parce que c'est absolument génial, à la fois pour vous ou pour vos enfants. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Et aujourd'hui, disons, toutes les institutions, y compris l'école, on connaisse une inflexion. Par exemple, la santé mentale des enfants et la santé mentale à l'école est un phénomène récent, et notamment ce qui est promu aujourd'hui, ça fait peut-être une petite trentaine d'années, c'est le bien-être. C'est tout à fait nouveau. Et le bien-être, il est lié à l'autonomie. C'est-à-dire, sans bien-être, vous ne pouvez pas acquérir l'autonomie. C'est ce que l'Organisation mondiale de la santé appelle la santé mentale positive. Et c'est quoi la santé mentale positive? C'est, comme l'écrit l'OMS, la capacité à se confronter aux aléas de l'existence. C'est pour ça que je dis que la santé mentale, c'est un langage
qui nous permet d'exprimer les tensions morales de l'autonomie et d'agir sur elles par des pratiques multiples. Autrement dit, c'est ce qu'un philosophe, bon, peu importe, Peter Wynne, il faut quand même le citer. Oui, c'était un grand philosophe du XXe siècle qui a peu produit, qu'il a appelé l'attitude à l'égard de la contingence. Et je pense que la santé mentale, c'est notre attitude collective à l'égard de la contingence, de la socialisation individuelle, puisque les troubles mentaux, ça perturbe les relations sociales, l'inhibition du c'est un langage social qui vous empêche d'agir, le trouble des conduites qui perturbe évidemment, qui fait exploser la relation sociale. Et ces troubles de la socialisation sont devenus des questions majeures, précisément dans le contexte de l'autonomie normative. Selon vous, il y avait un âge charnière auquel finalement on peut se retrouver en difficulté avec l'orthographe. Est-ce qu'il y a un moment clé peut-être où l'écart se creuse ? Alors, disons que sur la fin de primaire, il va y avoir un écart qui va se creuser parce qu'une fois que l'enfant va arriver au collège, il va y avoir à ce moment-là plus d'attentes, plus d'exigences sur l'orthographe. Moins de travail sera réalisé en classe sur l'orthographe qu'en primaire, même si au collège, en 6e, on continue évidemment de travailler l'orthographe, on continue à faire les dictées, mais disons que le moment idéal pour pouvoir vraiment développer et ancrer les notions fondamentales au niveau de l'orthographe, c'est clairement le primaire. Et une fois que l'enfant passe à 6e, 5e, si l'orthographe est toujours compliquée, ça devient plus difficile. Mais ce n'est pas impossible, ça c'est vraiment important. On peut voir, on peut observer des enfants qui, quand ils sont bien accompagnés, qu'ils ont les bonnes stratégies, eh bien, même en 4e, même en 3e, mais même beaucoup plus tard, même des adultes, eh bien, peuvent vraiment progresser en orthographe. Ça fait 35 ans, effectivement, que vous êtes à l'œuvre, 35 ans que vous essayez de faire mieux connaître cette maladie. Pourquoi cette maladie reste-t-elle encore si mal connue du grand public au vu de sa gravité, Nathalie ? Alors parce que si vous regardez les chiffres, en France, on a entre 6 000 et 8 000 malades et c'est compliqué. Effectivement, l'échantillon de patients est vraiment minime par rapport à d'autres maladies sur lesquelles on pourrait avancer plus vite. Et quand on ne connaît pas la cause réelle d'une maladie, c'est difficile d'y apporter des solutions. Alors moi, je vous le répète, je ne suis pas médecin et je ne suis pas la personne la plus indiquée pour vous parler de tout ce qui est avancé au niveau de la recherche, parce que la spécialité du collectif, c'est surtout d'intervenir sur le terrain auprès des malades et dans leur parcours de vie, parce que effectivement il y a eu urgence pour la recherche, mais la plupart des malades qui sont atteints de SLA malheureusement ne verront pas de médicaments parce que cette recherche est longue, que les laboratoires malheureusement s'intéressent qu'aux maladies qu'on va pouvoir traiter de manière chronique parce que ça fait gagner de l'argent et qu'aujourd'hui la recherche avance, de l'argent il y en a, on a des associations comme celle des Invincibles qui ont eu beaucoup d'argent, la RSLA. Nous on est plutôt un collectif d'associations qui se préoccupe des solutions à apporter sur le terrain au plus près des familles qui se sentent complètement abandonnées après un diagnostic qui leur est posé dans un centre SLA. Ils sont abandonnés 3 mois après le diagnostic, et ce qui est vraiment dommage parce que du coup ils font face à une maladie on leur donne un diagnostic de mort et ils sont complètement abandonnés. Donc nous on est plus sur ce terrain-là avec le collectif, aider les malades dans leur quotidien, leur apporter du confort et surtout des solutions, notamment sur le collectif Solidarité Charcot. On a repris l'activité d'une association très connue qui s'appelait SLA et des soutiens et d'un ami très cher qu'on m'a perdu qui s'appelait Christian Coudre, qui a choisi le collectif pour continuer sa mission auprès des malades et de leur apporter des outils de communication gratuitement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça raconte, le bébé est une personne? Et pourquoi c'est une petite révolution quand même? C'est une petite révolution parce que, disons, à partir de l'après-guerre, il y a une ouverture individualiste, pourrait-on dire, avec ce dont on a parlé il y a quelques minutes, l'ascension des idéaux d'autonomie. Et dans ce contexte, l'enfant n'est plus quelqu'un dont il faut corriger la volonté ou redresser la volonté pour qu'il atteigne une certaine norme de l'adulte qui est relativement fermé. Disons rapidement le bourgeois, mais je suis caricatural. Et là, on a une ouverture où il s'agit de commencer à permettre à l'enfant d'avoir une ouverture sur la société
et d'avoir une insertion dans une société qui est beaucoup plus variée, y compris le monde de l'entreprise qui est beaucoup plus varié. C'est-à-dire qu'on sort de la société paysanne, de stabilité, etc., pour rentrer dans une société qui devient plus historique, en quelque sorte, pour les individus sur le plan personnel. En quelques mots, est-ce que vous pourriez nous décrire orthographe? En quoi cette méthode se distingue justement de celle qu'on utilise traditionnellement pour apprendre l'orthographe? Alors en fait, la particularité d'orthographe, c'est que ce n'est pas une méthode avec des cahiers où on va faire des exercices à tire-larigot et de manière très très répétitive et déconnectée du réel, parce que la problématique de beaucoup de supports en fait finalement pour l'orthographe, c'est qu'on va faire des exercices avec des phrases, mais qui ne sont pas connectés au réel et au vécu de l'enfant. Donc la particularité d'orthographe, c'est qu'elle va déjà permettre à l'adulte, que ce soit le parent, l'enseignant, le professionnel en séance individuelle, eh bien, de pouvoir adopter la bonne posture pédagogique par rapport à l'orthographe, notamment, je vous disais tout à l'heure, ben voilà, si je réponds, ça s'écrit comme ça s'entend, alors il y a tout un travail finalement à faire pour adopter la bonne posture et répondre autrement. C'est un exemple, mais il y a plusieurs éléments aussi, notamment le fait que beaucoup de personnes vont dire oui, l'orthographe, c'est difficile. J'entends beaucoup d'enseignants le dire, j'entends même en séance individuelle, les enfants, on peut entendre oui, l'orthographe, c'est compliqué. Eh bien non, la particularité, je crois, d'orthographe, c'est de partir d'une idée simple et vraie, c'est qu'il n'y a qu'une seule difficulté en français. Voilà, et c'est tout. Et il n'y a qu'une seule difficulté en français. Et c'est quoi cette difficulté qu'il y a en français? Cette seule difficulté, c'est tout simplement qu'il y a des lettres qu'on va devoir écrire, mais qu'on n'entend pas. Vous voyez, il y a vraiment cette idée que quand j'écris, il y a des lettres que je dois écrire. Pourtant, quand je parle, quand j'entends parler, je ne les entends pas. Et en fait, orthographe va partir de ce postulat de base, c'est que l'orthographe, c'est complexe, certes, mais il n'y a qu'une seule difficulté. Et ensuite, on va pouvoir donner un certain nombre de techniques pour pouvoir travailler avec ses facultés cérébrales. Et la particularité d'orthographe, c'est aussi ça, c'est de donner des techniques basées sur ce qu'on appelle les stratégies d'apprentissage. Les stratégies, c'est pas ce que je fais autour de moi, c'est pas le fait de recopier plusieurs fois un mot. La stratégie, c'est ce que je fais dans ma tête pour pouvoir mémoriser l'orthographe, mémoriser des règles de grammaire et pouvoir automatiser du coup efficacement l'orthographe lexicale et grammaticale. Quels sont les besoins les plus urgents ou les plus mal pris en charge, notamment pour les aidants? Alors, les aidants, c'est une question très importante pour le collectif Solidarité Charcot, pour les associations qui le composent, et notamment l'association des enfants de la SLAF. On est vraiment au plus près des malades et de leurs aidants dès le diagnostic quand on peut, parce que c'est très important pour eux de savoir comment agir au domicile et surtout qui va pouvoir les aider. Donc nous, on est une plateforme d'entraide et de solidarité qui intervenons principalement quand on nous appelle bien sûr, après le diagnostic pour essayer d'absorber ce diagnostic et puis ensuite d'accompagner de la meilleure manière pour que ces malades et ces aidants puissent trouver du soutien autour d'eux. On peut dire aujourd'hui que pour les aidants, c'est très très difficile parce que le métier d'aide à domicile est un métier compliqué, mal reconnu, et aujourd'hui les services d'aide à domicile ont de plus en plus de mal à apporter un vrai service au domicile, notamment pour des patients qui vont avoir besoin de quelqu'un 24 heures sur 24. Donc autant dire que tout repose sur les aidants si dans leur entourage, ils n'ont pas le service d'aide à domicile compétent et formé à cette pathologie, parce qu'il ne faut pas... Le métier d'aide-soignant, c'est une chose, mais aujourd'hui, que ce soit les médecins, les ergots, les kinés ou les infirmiers dans un service de soins classiques dans un hôpital sont complètement démunis face à cette maladie parce qu'ils ne savent pas comment la prendre en charge. C'est la fin de notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous revenez vite. Oui, je prends ma valise quelques semaines et je reviens avec vous la semaine prochaine. Quelques semaines pour Erasmus? Oui, exactement. Je ne vous dis pas le pays, mais bien évidemment, vous verrez une carte postale. J'aimerais tant que ce soit vrai pour vous. Ce soir, à la réalisation, c'est Romain Luc, le son Thibaut Gorille-Lafont, le maquillage Laure Odemont, Emma Ferret et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée à tous. On se retrouve demain. Ciao.